Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Et cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 18e numéro, Bam Adebayo. Et pour ce faire, nous revisitons le profil de Bam Adebayo grâce à l'article de draftexpress.com, la référence dans le scouting à l'époque. Article qui date du 26 avril 2017, à l'issue de sa saison freshman à Kentucky et juste avant sa draft. Origine de Star, Bam Adebayo. C'est parti. Idriss Bam Adebayo a été un freshman productif cette saison à Kentucky avec 17 points et 10 rebonds par 40 minutes et une place dans la All-ACC Second Team. Il a été irrégulier toute l'année, mais c'est loin d'être une surprise que de le voir s'inscrire à la draft 2017 dans la lignée des one and done de Kentucky. Mesuré à 6'10 de taille et des bras de 7'3, Adebayo est petit pour un pivot, mais il compense largement avec son envergure et ses qualités athlétiques, ainsi qu'une carrure bodybuildée qui pourra lui permettre de défendre certains pivots dès ses premiers pas en NBA. Il a également une mobilité et agilité très impressionnantes pour sa taille, dont il se sert pour se projeter en transition avant tout le monde ou switcher sur des arrières sur demi-terrain, et il a même une vivacité et explosivité qui lui confèrent un potentiel intéressant en qualité de défenseur et au rebond, bien que ses petites mains entravent quelque peu ses possibilités. À ce stade de son développement, le jeu offensif de Adebayo est largement fruste et il ne fait pour l'instant son beurre que autour du panier, où il termine 66% de ses tirs d'après Synergy Sport. Il a de bonnes mains, bien que petites, et décolle très rapidement du sol pour monter au cercle à partir de 2 appuis pour tenter de dunker absolument tout ce qu'il peut. Il survit de par la création de autrui sur des cuts ou sur pick and roll, et il représente une menace importante au cercle les fois où il est actif et engagé dans son match. L'échantillon de pick and roll n'est malheureusement pas si grand que ça, mais sa belle volonté pour poser des écrans très solides et plonger au cercle pour être une menace de lob seront, à n'en pas douter, une partie importante de son arsenal NBA. Adebayo est aussi très productif sur les rebonds offensifs, avec un impressionnant total de 4,1 prises par 40 minutes, très clairement est de loin son attribut le plus NBA ready pour l'instant. Il use de sa puissance pour se dégager des positions préférentielles et possède un très bon sens pour le ballon. Il préfère jouer au-dessus du niveau du panier pour des claquettes ou des tip-in, mais il n'est pas aussi rapide sur son second saut que pour le premier, affectant donc sa capacité à terminer dans le trafic de par ceci, mais aussi de par sa petite allonge, sa taille bras levé. Il a tendance à redescendre la balle pour charger son saut et s'apprêter à remonter au cercle, et il devra au contraire apprendre à garder la balle en l'air très haut en NBA où les joueurs ont des mains bien plus vives défensivement et capables de le perturber encore plus. Avec sa puissance et agressivité, il sera capable de dégager de leur spot certains défenseurs et terminer malgré les contacts. C'est 8,2 lancers francs par 40 minutes, se classant 3e meilleur des pivots de notre top 100 pivots pour cette draft 2017. Et pourtant, il existe encore des doutes sur à quel point son style de bully ball va pouvoir se transposer à un plus haut niveau de compétition et surtout face à des adversaires eux-mêmes très grands et très costauds, bien plus que ceux rencontrés à l'université. Le développement du skill set sera un facteur capital dans sa capacité à devenir un joueur important en NBA. À Kentucky, il n'était pas si efficace que ça en attaque en dehors de la peinture, avec à peine 65% au lancer franc et des pourcentages au tir qui indiquent un long chemin à faire avant de pouvoir développer un bon jump shot. Il a eu tendance à jouer en dehors du cadre de ses compétences cette année, se contentant par exemple de tirs difficiles ou tentant de créer pour lui-même depuis le poste haut, résultant sur un lot de possession franchement mauvais. Sa mécanique n'est pas si mauvaise que ça, donc l'équipe qui va le drafter pourrait à terme déverrouiller une portée de tir bien plus grande au-delà de simplement la raquette, mais ce sera au moyen de progrès très conséquents sur son skill set. Adebayo a démontré un potentiel en défense unique, avec sa combinaison de puissance pour résister au poste bas, couplée à une mobilité latérale pour switcher sur des écrans et contenir les drives. Cette polyvalence est une fondation très intéressante pour le futur dans une NBA où de plus en plus d'équipes demandent à leur intérieur de défendre plusieurs positions et d'être à l'aise pour switcher sur les écrans. Lorsque Adebayo est actif et concentré en défense, c'est un défenseur impactant qui peut protéger le cercle au moins un peu et
aussi capable de sortir dans le périmètre. La clé pour transposer tout cela au niveau NBA sera d'apprendre à jouer avec un plus haut niveau d'énergie et d'attention sur chaque possession. Le niveau d'intensité n'était pas toujours suffisamment bon l'an passé, mais c'est clairement quelque chose sur lequel il peut s'améliorer et ainsi atteindre son plein potentiel. Plusieurs doutes subsistent néanmoins à propos du réel rôle défensif de Adebayo, en particulier sa capacité à bien protéger le panier ainsi que le rebond. Il n'a jamais été un rebondeur défensif d'élite, même au niveau inférieur, étant bien plus productif de l'autre côté du terrain, sur le rebond offensif. Et c'était on ne peut plus évident à Kentucky, avec seulement 6,5 prises défensives par 40 minutes, tout en bas de l'échelle des intérieurs de notre top 100 prospect 2017. Il est largement assez épais pour se battre au rebond, mais il ne cherche pas toujours un adversaire sur qui poser un box-out avant de se concentrer sur le ballon. Et il devra vraiment améliorer son attention de ce point de vue-là pour devenir productif dans ce domaine où les équipes NBA lui demanderont sans aucun doute de contribuer énormément. Adebayo a aussi eu du mal donc à protéger le panier avec seulement 2 contres par 40 minutes. Son allonge, la hauteur bras levé, est en dessous de la moyenne et le dessert de manière conséquente d'abord, et ensuite son attention est largement perfectible également. Ne pas être ni un bon rebondeur ni un bon protecteur de panier pourrait très nettement limiter sa valeur de ce côté-ci du terrain. À seulement 19 ans, Bam Adebayo a encore largement le temps de polir son skill set des deux côtés du terrain et devenir un contributeur plus complet. Ceci étant dit, il va devoir être enclin à accepter un certain rôle au niveau supérieur, probablement comme un simple energy guy par exemple. Cela demandera de sa part un haut niveau d'agressivité, d'intensité et de concentration des deux côtés du terrain pour réaliser les petites choses qui aident à gagner. S'il est enclin à épouser pleinement ce rôle-là, il a une belle fondation pour devenir valuable en attaque comme en défense. Et donc à présent, vous le savez, quelques commentaires à propos de Bam Adebayo. Et oui, Idriss Bam Adebayo. Bam, c'est pas son vrai prénom. Je crois qu'on en a parlé récemment sur un quiz de l'hebdo. Mais alors oui, donc parlons un peu de Bam, son évolution et surtout le scouting report. Et c'est vrai que pour une fois n'est pas coutume, j'avais un grand désaccord avec Draft Express et donc avec Jonathan Givony, même si c'est vrai que donc là c'est pas lui qui a écrit l'article, c'est Josh Riddell, donc un auteur de Draft Express, il faisait un peu les articles, Josh Riddell à la fin et Mike Smith faisait la vidéo, mais grosso modo voilà, toute l'année, moi j'avais un peu suivi ce qu'en pensait Givony aussi sur son compte Twitter, les mock drafts, etc. Et c'est vrai que Givony était toujours un peu plus bas sur Bam, alors que moi, pour le coup, je dois dire, bon, vous savez que je présente aussi beaucoup mes échecs de scouting, et toutes les fois où je me suis planté, j'ai une série qui s'appelle Les Pourquoi j'avais tort, mais là, je pense que si j'avais l'arrogance de faire un Pourquoi j'avais raison, je pense que Bam Adebayo ferait un peu partie du lot. J'étais très haut sur lui, j'étais même assez haut, et à vrai dire, je comprenais pas trop pourquoi Draft Express et Givony l'aimaient pas trop. Je parle de lui parce que, bon voilà, dans le cercle de la draft, surtout à l'époque, il y avait un peu Draft Express qui était la source, on va dire, la plus compétente pour moi, la plus sérieuse qu'il était depuis des années. Vous voyez bien que je vous parle de Draft Express depuis le début, sur les articles, etc. C'est quand même très sérieux. Et donc voilà, une fois n'est pas coutume, effectivement, j'étais un peu en désaccord avec eux et avec Givony. Moi, je l'aimais bien. Clairement, je l'aimais bien. Donc, quand il a commencé à exploser, j'étais quand même assez content. Mais c'est vrai que, alors, je ne l'ai pas non plus scouté en détail, notamment où il y a un point là dans le scouting report qui m'étonne un peu, et ça a peut-être été un moteur de l'évaluation plus négative de Givony ou de Draft Express en général. C'est le moteur. On parle de ce côté moteur, agressivité, intensité qui n'était pas trop là. Ça, j'avoue que moi, ne l'ayant pas scouté de très près, je peux pas dire que franchement, je suis sûr à 100% que ça y était pas. Mais je dois dire qu'à l'époque, ça m'avait pas franchement choqué. Alors pour dire aussi, je l'avais pas scouté, mais pourquoi est-ce que je l'aimais bien du coup? C'est pas juste parce qu'il avait un beau sourire et qu'il m'a charmé, mais c'est que, en fait, moi, comment est-ce que je scoute? Je prends un joueur, par exemple, à l'époque d'Aaron Fox, qui était dans son équipe, et donc je regarde 15 ou 20 matchs et je décortique 15 ou 20 matchs. Donc forcément, quand tu regardes ça, bon, je me concentre sur un joueur, mais tu vois un peu du coin de l'œil. Donc en plus, c'est l'équipe où on va en parler, justement le contexte, alors, on peut y arriver. C'est une draft, donc génération avec Bam Adebayo, mais aussi De'Aaron Fox et Malik Monk. Et donc, vu que j'avais scouté et fait des vidéos sur Malik Monk et De'Aaron Fox, j'avais quand même beaucoup vu, on va dire, du coin de l'œil Adebayo. Donc voilà, je peux pas dire à 100% qu'il y ait certains éléments, j'ai peut-être pas la légitimité parce que je l'avais pas décortiqué à l'époque, mais tout de même, il me semble que j'avais une bonne vision du joueur malgré tout. Et donc, on peut y arriver.
notre équipe de Kentucky, parce que oui, c'est encore une armada de Kentucky, cette équipe de Bam Adebayo. Alors, il y a une génération qu'on a un peu sauté pour l'instant. On a parlé de 2012, Anthony Davis, vous savez, 2013, c'est la génération, une génération un peu plus mauvaise, Nerlens Noel, et c'est un peu le creux total. 2014, Randle, Jim Morrison, James Young, ça va en finale de la NCAA, ok. 2015 encore plus, on a parlé, Karl Towns et Devin Booker, le système de plateau, tellement il y a de bons joueurs, ils sont obligés de jouer 5 par 5, tellement il y a de prospects. 2016, on n'a pas trop parlé, mais c'était la génération de l'année avant, bam, c'était Jamal Murray qui était là-dedans, et il y avait aussi malheureusement Skal Labissière, qui était parti, Skal Labissière, pour être le first pick. On parlait un peu de... c'était un peu le descendant, on va dire, de Kat. C'est-à-dire qu'on a bien expliqué en quoi Kat, Karl Anthony Towns, l'année avant, était le pivot du futur, un pivot qui est né dans l'espace, qui shoot et qui, etc. Skal Labissière, c'était un peu ça aussi à l'époque. C'est-à-dire que Kat venait de se faire drafter et on avait le remplaçant qui arrivait à faire pareil. Finalement, Calipari, le coach Calipari, c'est voilà, encore un mec qui l'a un peu gâché pour moi. C'était une catastrophe, et donc au final, plutôt qu'être first pick, il a complètement dégringolé un Skal Labissière. Après, est-ce que l'évaluation de base, meilleur lycéen du pays, n'était pas aussi un peu fausse? Peut-être qu'il n'y avait pas le mental, peut-être qu'il n'y avait pas l'agressivité et plein de choses chez Skal Labissière, mais le skill set était à ce point impressionnant. Mais voilà, on n'en parle pas trop de cette génération 2016, on va pas en parler dans la série. Mais donc on arrive en 2017, et c'est quand même une cuvée assez solide pour chez Calipari et chez Kentucky. Donc on a Fox, qui est pas le meilleur meneur de la cuvée, mais tout de même, c'est quand même assez costaud. Pour dire, on a une génération, lycéens 2016 qui vont devenir les one and done draft 2017, génération de meneurs de fou, avec donc Nilikina chez les étrangers, chez les Français, mais donc Dennis Smith junior aussi, qui était projeté numéro 2 avec Markel Fultz numéro 1, Lonzo Ball aussi, sa génération, et donc De'Aaron Fox, c'est un peu aussi un mec là-dedans. Mais voilà, dans le RCSI, le consensus de tous les classements, il est 6e, De'Aaron Fox, 6e meilleur lycéen du pays, le 8e c'est Bam, le 9e, c'est Malik Monk, et le 11e, pas de cette année-ci, mais de l'année d'avant, c'était Isaiah Briscoe. Peut-être vous connaissez pas Isaiah Briscoe, qui était un mec qui était déjà là en 2016 avec Génération Jamal Murray, qui était, d'ailleurs, je crois que c'est le cousin de Kyrie Irving. Et quand je vous dis ça, peut-être vous comprendrez que c'est un dribbleur, un slasher, mais qui a pas trop réussi malheureusement en NBA, Isaiah Briscoe. Mais on avait aussi donc Wenyen Gabriel, qui a fait une pige un peu Kings et Lakers, je crois, en NBA, que j'aimais bien en plus. Wenyen Gabriel, pour moi, je pensais qu'il y avait un peu un futur en NBA, et quand il a un peu fait des minutes, je me suis dit, ah oui, ok, cool. Alors que des gens étaient beaucoup plus bas sur lui. Voilà, Gabriel, 13e meilleur lycéen du pays. 13e. Et puis, il y en a aussi un autre qui s'est un peu planté royalement, qui était aussi un McDonald's All-American, donc un des meilleurs lycéens du pays. Le match des étoiles des lycéens, c'était Sacha Kilia Jones. Peut-être ça vous parle, je crois qu'il est passé par la France un peu. Il a fait quelques saisons, il a fait 2 ans à Kentucky, mais il s'est un peu planté. Mais voilà, c'était lui aussi le 21e lycéen du pays. Monk, pour vous dire, c'est peut-être pas autant médiatisé que certaines autres cuvées, mais tout de même. Fox, 6e du pays. Monk, 9e, Bam, 8e, ils avaient aussi le 21e et le 13e. Donc ça fait quand même une recrue, 5 recrues lycéens, plus donc la recrue de l'année d'avant qui était aussi un top 10 ou 11e on va dire, plus quelques vétérans aussi, Derek Willis et Dominic Hawkins, qui n'ont pas fait carrière du tout en NBA, mais qui étaient des mecs de la génération, des générations un peu avant. Mais bref, donc c'est quand même une belle équipe de Kentucky pour le coup. Et en fait, Bam est un peu dans ce contexte-là, mais à Kentucky, un peu cette utilisation de... Ça ne vous choquera pas que John Calipari utilise mal certains joueurs, mais il est traité comme un vulgaire défenseur, quoi. Et je dis ça avec la connotation négative qui va avec le vulgaire défenseur, c'est-à-dire, tiens, fais des trucs en défense, mais on te donne pas trop de ballons parce que tu les mérites pas, etc. Donc il y a un côté aussi où je pense que Givony a aussi Givony ou Draft Express, les deux, ils ont aussi beaucoup basé leur évaluation peut-être là-dessus, où ils montraient pas grand-chose. Cela dit, moi, je trouve qu'il y avait des flashs par moment, et même plus globalement, je trouve en fait, je me basais aussi sur le côté physico-athlétique qui était assez intéressant, donc je me disais, ok, ça, on peut faire des choses avec. Et d'ailleurs, il y avait une séance de workout assez marquante, je trouve, qui était... Alors moi, j'étais déjà fan, j'avais été fan toute l'année, comme dit. Je commentais à l'époque, même sur Twitter, on peut retrouver sans doute des tweets de moi sur BAM. Mais donc, au niveau de avril ou mai, je sais plus, un workout assez marquant. En fait, on le voyait, alors comment dire, gym ouverte, ils disent en anglais, ça veut rien dire, mais en français, mais c'est tout seul à l'entraînement, voilà. Donc il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'opposition. Mais on le voyait que, en fait, le mec qui est censé être un simple défenseur, d'après Calipari, et qui est pas censé toucher la balle,
en fait, on le voit à l'entraînement faire des crossovers, faire des drives, faire des pull-ups et on se dit ah ouais, ok. Et donc pour certains, ça a été un peu une révélation ce genre de workout de pré-draft. Alors ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas parce que tu le fais dans une salle d'entraînement vide que tu es capable de répliquer en match. Mais pour moi, ça montre un peu que ok, on avait tout de même affaire à un athlète assez coordonné. C'est un peu la confirmation qu'on avait un peu ça. D'ailleurs, au passage, j'ai parlé des gens qui étaient dans cette équipe. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 futurs NBR là-dedans dans cette équipe de Kentucky. Et il y a un 8e, alors c'est pas un NBR, mais il y a un certain Brad Calipari. Voilà, oui, si vous posez la question, oui, c'est son fils. Il faisait jouer son fils Brad Calipari dans l'équipe, hein, John. Donc c'est peut-être le joueur qui a été le plus optimisé et bien utilisé de l'histoire de Calipari, c'est son fils, hein, pour le coup, parce qu'il méritait sans doute d'être une fac plus basse. D'ailleurs, je crois qu'après, il va transférer. Mais voilà, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup des arrières souvent mal utilisés par Calipari. Je pense que Bam est un des exemples aussi aussi des pivots. Hein. Je sais plus de qui on parlait aussi récemment, ça m'échappe, mais bref. Donc voilà, si 4 peut-être. 4, on parlait de 4 hier, et donc Edris aussi était là-dedans. Donc voilà, moi, je dis ça parce que de base, le Scouting Report que je vous ai lu, là, c'est pas qu'il est faux. Je pense que le mien aurait été quand même beaucoup plus élogieux ou moins teinté de petits défauts, petites nuances. Pour dire aussi, en termes de contexte, donc, pardon, c'est une équipe qui... il y avait un peu une rivalité avec UCLA. Il y avait eu un match de début de saison contre UCLA et Lonzo Ball qui avait fait un splash monumental sur la scène nationale et tout. En plus, on avait appris à cette époque, automne 2016, on avait appris l'existence de cette famille totalement loufoque qui était allée dans une école publique et avec... bref, je vous refais pas l'histoire. Hein, le papa qu'on connaît, qui a appris à shooter à ses jeunes fils alors qu'ils n'avaient pas le développement physique, etc. Mais bref, on fait pas ça. Mais donc, ils se sont arrêtés assez tôt à la March Madness, malheureusement. Enfin, assez tôt. Quand même pas. Mais ils sont pas allés au bout. Voilà. Kentucky n'est pas allé au bout en 2017 avec Fox, Bam Adebayo, Malik Monk. Mais ils ont quand même battu UCLA. Voilà, ils avaient battu UCLA dans un duel qui a marqué les gens, hein, où Fox avait bien dominé d'ailleurs notre ami Lonzo Ball dans ce tour-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, oui, parlons le contexte. Excusez-moi. Le contexte de la draft 2017, à mon avis, c'est un thème important qu'on va aborder aujourd'hui, et c'est aussi le thème sur lequel j'étais un peu en décalage avec Givoni. C'est peut-être l'évaluation NBA, la projection NBA, et on va dire l'état de la ligue. Dans le sens où, moi, j'étais un peu de mon point de vue, moi je fais pas que la draft, hein. D'ailleurs, moi je fais que 10 mecs par draft, donc j'ai le temps toute l'année de regarder la NBA. Alors que c'est vrai que pour certains mecs qui font que de la draft, c'est parfois compliqué de prendre le temps de aussi regarder la NBA, mais parce que le temps est limité, hein. Tu peux pas à la fois scouter et faire un top 100, un board top 100 où tu es confiant sur tous tes picks, et en même temps regarder avec attention la NBA. Et je pense que cette draft est un peu le point de rupture pour moi. J'ai toujours un peu considéré comme ça, même à l'époque, le point de rupture, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal d'intérieurs dans cette draft 2017, mais c'est un peu des intérieurs à l'ancienne. Et c'était presque, moi je me souviens en avoir parlé à l'époque, presque c'était anachronique. Et là-dedans, donc, dans cette cuvée de pivot, Bam, c'était un peu le mec du futur, mais que finalement, pas aussi bien coté qu'il aurait dû. Vous voyez, dans le sens où la direction que prenait la NBA et là où on allait arriver et là où on est arrivé pour de vrai, je pense qu'un profil comme Bam aujourd'hui va être ultra giga, j'allais dire valuable, oui, mais surtout coté au moment de la draft. Alors que à l'époque, c'était un peu moins. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'on insiste sur il n'a pas de post-up, il n'a pas non plus de rebond, la défense, on va en parler. Mais voilà, Bam, finalement, il est 14e pick à Miami. Ok, mais il était attendu plus bas aussi. Hein. Moi, comme dit, moi, sur toute l'année sur Twitter, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi bas dans les mock drafts de Givoni, etc. Alors qu'en vérité, donc, il était plutôt attendu 20, 25 et il a fini par monter. Mais c'est vrai que c'est une draft, hein, par exemple, où, bon, Harry Giles aussi est par là, lui qui était le meilleur lycéen du pays. Harry Giles, on en a parlé, génération Tatum à Duke, mais blessé, donc il finit 20e pick. On a Jarrett Allen aussi qui est par là, 22e dans cette draft. Jarrett Allen qui est lui un pur produit catch and finish et rim protection. Alors aujourd'hui, Jarrett Allen, c'est moderne, ça switch, voire même ça peut être mobile sur des Kawhi Leonard d'entrée de jeu sur un match-up principal ou sur des Tatum, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, c'était un grand, pas très coordonné. Donc, c'était un peu un pivot à l'ancienne, on va dire. Pour moi, il rentrait un peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Caleb Swanigan aussi, malheureusement décédé depuis. Swanigan, mais qui était un pur produit Purdue, post-up, immense, giga, voilà, très gros. Tony Bradley aussi à UNC. Tony Bradley, qui est fin de premier tour, 28e pick. Il va aller à Utah, je crois. Tony Bradley, voilà, pivot très lourd, pas très vif et lourd, protection de panier. D'ailleurs, là où il a brillé le plus, c'était là-dessus, protection de panier. Même John Collins, 19e pick. Pas un pivot, mais c'était un poste 4 qui était très post-up à l'époque. Bon, heureusement, il va faire un développement un peu différent. Mais voilà, Justin Patton, qui est pour le coup un mec que j'aimais beaucoup, mais
bon, des blessures, il a jamais joué. Justin Patton, qui était un peu plus, peut-être orienté vers le futur, on va dire. TJ Leaf aussi, de UCLA. TJ Leaf, qui était un poste 4, un peu shooter, mais c'était quand même un peu à l'ancienne. Zach Collins, ok, top 10, qui était vraiment le mec polyvalent, etc. Mais vous voyez qu'il y a un peu ce côté où, dans tous ces pivots, si on prend juste les pivots, donc tout ce qui est Jarrett Allen, Caleb Swanigan et tout, Tony Bradley, il y a un peu ce côté où il détonnait. Et pour moi, donc il y a ce côté où c'est peut-être la dernière draft où on a à ce point des profils un peu à l'ancienne qui se font drafter et qu'après ça va pas être pareil. Après ça va pas être pareil, les profils vont pas être valorisés de la même manière, à mon sens, je trouve. Donc il y a vraiment ce point de rupture. Et ouais, je dis, pour moi, la différence que j'avais avec Draft Express, c'est peut-être que eux, ils étaient assez bas sur lui pour différentes raisons, notamment en termes de profil, à mon avis. Et que c'est aussi pour ça que moi j'étais chaud, parce que pour moi c'était un peu mobilité, Switch, c'est un peu le futur, quoi. C'est un peu le mec parfait pour le jeu d'après. Moi j'étais un peu dans cette optique-là, alors que eux étaient peut-être dans le prisme un peu d'avant, on va dire. Ça paraît connoté négativement, mais un peu le prisme d'avant de ouais, mais il est un peu petit. Ouais, mais ok, ça bouge, mais ça protège pas bien le panier. Ouais, mais finalement, le rebond, hein. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit dans l'article, c'est s'il n'est pas capable d'être ni un défenseur d'élite au panier, ni un rebondeur d'élite, il pourra pas se faire sa place. Or, dans aucun des deux, il est devenu élite. Et c'est pour moi un mec qui est top 20 NBA. Bon, parce que je pense que la défense a aussi beaucoup de valeur, mais vous voyez que c'est devenu un joueur d'élite assez clairement, qui d'ailleurs fait partie de cette série. Donc sur les stars, je pense qu'on peut le mettre là-dedans. Mais voilà, pour moi, comment est-ce qu'on explique un peu cette différence de vision? Et là, je parle de moi et Draft Express, mais il y en avait d'autres. Hein. Il y avait un peu deux camps, on va dire. C'est un peu là-dessus. C'est un peu parce qu'on est au point de rupture sur la NBA d'après. Les switches ont un peu commencé à arriver, notamment à l'explosion de la chasse au mismatch, un peu playoff 2016. De plus en plus, on va dire, et ça commençait à venir. On n'est pas encore, ça va être un peu l'année d'après, le switch all des Rockets, par exemple. Même les Warriors pouvaient switcher, mais on était encore à une époque où il y avait quand même beaucoup, mine de rien, de Bogut ou de mecs comme ça jusqu'à 2016. Bon, 2017, ok, ils avaient un peu commencé avec Durant poste 5 ou Iguodala, donc ça switchait quand même pas mal, mais c'est un peu une exception. Mais on n'était pas encore sur cette démocratisation beaucoup de monde font du switch all, ou on peut avoir des systèmes qui sont plus mobiles, avec des gens plus petits, des line-up plus petits. On n'y était pas encore. C'était vraiment le point de rupture. Donc bref, ça c'est le point à retenir. Après, je pense aussi que du coup, c'est ce qui a un peu teinté leur évaluation, et dans le sens où je pense que moi, la défense, j'étais très haut, pour le coup, même si il y a un highlight assez connu donc le fameux choc de début de saison contre Lonzo Ball, il fait danser Bam Adebayo et il balance un pull-up à 35 mètres du panier et puis ça rentre, ok, mais en soi ça bouge quand même très bien et puis voilà. Mais pour moi, je trouve qu'il y avait un potentiel qui était très très fort dans le cadre de tiens, tu peux être un pivot de switch. Alors que c'est vrai que Draft Express ou d'autres plus bas étaient en mode ok, c'est sympathique comme bonus et c'est bien, en NBA on cherche un peu ce bonus là, mais t'as pas les basiques. Donc c'est pour ça que je pense que Draft Express est un peu plus bas sur lui, parce que leur évaluation de la défense est pas si forte que ça. Et d'ailleurs, ils disent, pour ça qu'ils insistent aussi sur ce côté, eux étaient plus bas sur la défense, donc une phrase de l'article, le développement des skills offensifs va être important et capital pour sa carrière. Parce qu'eux partaient pas du tout du principe que la défense à elle seule pouvait être bonne et au point de le sauver. Or, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc c'est marrant parce que ce cas de Bam Adebayo, je le trouve aussi intéressant de le traiter dans cette série pour cette raison. On est un peu sur ce côté l'ère d'avant et l'ère d'après, en vérité. Et ce profil de pivot petit, de switch, qui n'a pas immensément de qualité et qui est un peu plus évident que par exemple un Draymond. Alors Draymond aussi, elle fait pareil que Bam, ou même encore mieux. Mais Draymond, on en a parlé, c'est un cas très particulier qui n'était même pas vu comme un bon défenseur, et ainsi de suite. Là, Bam, c'est, tiens, ok, on voit le profil, on voit qu'il est fort en défense dans ce style-là, mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit que la NBA, ça va être ça? Spoiler, ça l'a été. Donc, pour moi, c'est pour ça que le développement de skills, qui n'est pas tant que ça venu, finalement, c'est pas grave, je parle de l'attaque, parce que la défense a été à ce point élite, à ce point importante, et bon, c'est peut-être trivial, mais redisons-le aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs de NBA, à mon avis, dans un système particulier, et c'est pas du Gobert, on est d'accord, mais tout de même. Donc, en ce sens, c'est vrai que si tu partais du fait que, la défense va pas être trop forte à cause de telle ou telle petite faiblesse, de taille, de rebond, de protection de panier, si tu partais de cette conjecture, en effet, la réussite du joueur passait par est-ce qu'il aura un jump shot, est-ce qu'il aura de la création? En l'occurrence, moi je pense pas, et en effet, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. D'ailleurs, pareil, en termes de contexte, bon, je vais pas dire que Draft Express n'y s'y connaissait pas du tout en NBA ou quoi que ce soit, d'ailleurs. Et c'est la première fois où je suis un peu en bataille avec Draft Express. Vous avez vu que d'habitude, je leur fais plein de louanges, et à mon avis, à raison. Mais c'est vrai que quand on nous dit il faut qu'il soit élite au rebond ou à la protection de panier pour pouvoir briller en NBA, c'est vrai que
là-dessus, c'est aussi, il y a une raison tactique. La NBA a un peu évolué, mais en fait, il est tombé dans une équipe aussi qui s'est adaptée à lui. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, le changement total de philosophie de Spoelstra et de Miami, qui jusqu'ici était avec un pivot à l'ancienne, l'émergence de Hassan Whiteside, qui avait rien coûté, qui avait été ramassé sur le bord du chemin pour rien du tout, qui devient une star de la défense notamment, parce que protection de panier, des très 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 longs bras, mensuration physique, et voilà. Lui, il avait ça. Lui, c'était le pivot un peu traditionnel, et Miami joue un peu comme ça autour de lui, c'est-à-dire on oriente un peu tout le monde vers le panier, on protège et on empêche les 3 points, surtout donc agressivité sur les 3 points, à une époque où tout le monde n'en prenait pas des tonnes, donc contrôler le volume à 3 points était important, aujourd'hui c'est plus le cas. Et sauf qu'en fait, on a eu ce shift qui s'est fait entre une défense autour de Whiteside, on verrouille les 3 points, on oriente vers le panier et on défend le panier avec Whiteside, vers un système à la BAM, où finalement, changement de philosophie totale, Miami est une des premières équipes dans un peu la contre-révolution défensive de dire, en fait, concéder des 3 points, en fait, c'est pas si grave que ça. Si tu le fais pour mieux protéger la raquette. Et que plus la ligue avançait, plus tout le monde se mettait à prendre des 3 points, plus aussi, il y a ce côté, plus il y a 3 points, plus il y a d'espace, donc plus l'espace rend l'accès au panier facile. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt, on va protéger la raquette différemment. Non pas avec un seul mec qui va être sous le panier, Whiteside ou Gobert, et qui peut, à lui tout seul, encaisser beaucoup de volume de tir au panier, mais les effacer. Ce qu'on va faire, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, on va faire des aides hyper agressives pour forcer des kick-out à l'extérieur. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Être ultra agressif pour venir aider à plusieurs dans la raquette, quitte donc à donner des 3 points, parce que, en vérité, plus tu vas donner des 3 points à l'adversaire, mieux ça va être, parce qu'ils vont prendre ce type de tir, à 35, 36, 38% de proba de réussite, plutôt que des tirs au panier, plutôt que casser la défense en étant plein centre, lancer franc, etc. Donc vous pouvez aller voir sur notamment l'évolution de Miami collectivement, il y a un shift qui est absolument notable sur la défense. C'est-à-dire qu'ils sont élite période Whiteside avec en termes de fréquence de 3 points autorisés, 4e en 2016, 1er en 2017 et encore 7e en 2018. Donc Adebayo est là mais en tant que rookie, et il y a surtout encore Whiteside. Et puis l'année d'après, Whiteside c'est fini. On installe plutôt Bam en tant que pivot. Et là, on passe de donc 1er, 4e, 7e en fréquence de 3 points à 27e, 29e, 30e, 30e, 29e et aujourd'hui 28e encore. Et non, même, pardon, ça se poursuit encore 22, 24 en 2025, 2026, pardon. Donc voilà. Et à l'inverse, c'est les tirs au panier. Avec un côté où, période Whiteside, la fréquence de tir au panier était assez élevée, mais parce qu'on s'en fichait. Et tu peux autoriser des tirs vu que Whiteside va les effacer. Par contre, après, on autorise très très peu d'accès au panier et de tir au panier. Et c'est vrai que là-dedans, c'est un truc qu'on pouvait pas trop prévoir non plus avec Bam, parce que en vérité, oui, les limitations par rapport à des standards très élevés, mais les limitations par rapport à la protection de panier sont un peu confirmées. Il n'est pas non plus nul, et il n'est pas du tout non plus nul pour les standards de joueurs banals. Il est quand même largement plus fort qu'un joueur banal de NBA, etc. Mais voilà, c'est pas Draymond Green, par exemple. C'est pas l'anomalie Draymond Green qui est à la fois switch et protection de panier de fou. Et c'est pas, plus globalement, ça n'a jamais été un des meilleurs protecteurs de panier de NBA. Parce que manque de longueur ou de taille, manque d'explosivité aussi en un sens, c'est un point sur lequel j'étais un peu pas d'accord avec Dark Express d'ailleurs. Mais voilà, ça n'a jamais été l'élite. Par contre, c'est pas comme ça que tu vas défendre le panier. Parce que, aussi, je décris le quoi, le très peu de tir au panier, très peu de fréquence au panier. Décrivons un peu le comment, c'est par des switches notamment. Donc là encore, je crois qu'on en a parlé en plus il y a un été ou deux sur nos bilans, de chaque été on fait le bilan de chaque franchise NBA. Il y a un côté où si tu vas lire des chiffres de protection de panier pour évaluer un peu le niveau de Bam Adebayo à Miami, tu vas trouver des chiffres très, très nuls en fait, pour le coup. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut lire. Parce que ça pratique des schémas en switch all une grande partie du temps. Or, mais parfois sur un switch all, il va pas être proche du panier, c'est pas lui qui va être en position de faire l'action. Donc je veux dire, il y a aussi un élément tactique là-dedans. Et donc ce shift un peu Whiteside et Bam est significatif parce que, d'accord, on n'a pas eu les progrès, il n'est pas devenu génial en protection de panier, mais c'est pas comme ça que Miami protège le panier. Miami protège le panier avec un switch. Or, switcher, ça veut dire aucun décalage. Donc déjà, il n'y a pas le côté, couverture de pick and roll traditionnel où je reste en drop, mais donc ça peut s'échapper au panier avec un drive ou avec le alley-oop dans le dos. Un switch, il n'y a aucun décalage. Déjà, première protection, premier avantage. Et puis même, switch veut dire parfois mismatch. Et si un mismatch est attaqué, tu vas avoir quand même un mec depuis le côté faible, ou la fameuse gap defense aussi de Miami qui place très tôt et très loin, de manière très proactive, des défenseurs en tête de raquette.
par exemple, donc qui abandonne largement avant que ça drive, hein. Même avant que le drive vienne. C'est pas un stunt, c'est pas le drive est en train de se faire, je bondis sur le drive et je reviens. Non, c'est même avant que le mec pense à driver, hop, ça se resserre autour en tête de raquette. Vous voyez qu'il y a un côté effort collectif. Donc là-dedans, c'est vrai que c'était peut-être aussi difficilement prévisible, mais c'est pile à ce moment-là de NBA qu'on a eu ce tournant aussi. Je parle de ça, bon, Miami avec des schémas en switch all, mais les Warriors faisaient ça, et les Warriors font ça aussi. Warriors depuis des années, hein. Je parle même pas de la grande période avec Durant, ou même l'époque d'avant avec Bogut et etc. Plutôt l'itération, vous savez, 2015-2016. Mais les Warriors, même avec les équipes différentes qu'ils ont eues depuis, donc l'équipe championne 2022, mais même après, 2023, 24, 25, les Warriors sont une équipe d'élite, quel que soit l'effectif, pour empêcher les tirs au cercle, par exemple. Voilà, donc ça c'est aussi un exemple d'équipe comme ça, avec pourtant du matos parfois très différent, mais la constante c'est le plan de jeu, être agressif, être proactif. Pour vous dire, les Warriors, ils sont premiers en 2022, 23, 24 et 25. En termes de fréquence autorisée au panier, ils sont encore 6e en 2021, avant ça, donc voilà, ils sont encore élites de ce point de vue-là. Et puis même à cette époque-ci aussi, Budenholzer arrive, donc depuis les Hawks. Il était coach à Atlanta, la fameuse grande saison à Atlanta 2015, etc. Bon, on connaît l'histoire. Mais il arrive surtout chez les Bucks, et alors que les Bucks font un drop défensif, donc pas du tout un switch comme à Golden State ou pas du tout un switch comme à Miami, et pourtant Bud, alors qu'il fait un drop, et que d'habitude le drop, ça te permettait de défendre avec que un gros qui reste en bas, et tout le monde reste sur son shooter, de type Utah avec Gobert, de type Terry Stotts à Portland. Non, Bud il dit, non, on va aussi amener des mecs en plus qui vont aider, qui vont dézonner depuis le 3 points. Donc ça, voilà, c'est une vraie tendance qui est apparue fin année 2010, on va dire, et qui aujourd'hui est un peu la norme, hein, de vraiment ne pas protéger le 3 points, même parfois d'abandonner des mecs très bons à 3 points, parce que c'est à ce point grande qu'est la différence entre un tir au cercle et un tir au 3 points. Donc bref, Bam arrive là-dedans, c'est pile la bonne période. J'insiste parce que on a un côté où s'il se fait drafter 10 ans plus tôt, bah ouais, là je suis d'accord avec un peu plus d'accord avec le scouting report de Draft Express de dire bon bah ça va être un energy guy quoi. Ça va être un peu, j'ai l'impression qu'il nous décrivait ça va être comment il s'appelle, Quincy Acy, notre ami Quincy Acy, ou Reggie Evans quoi, ce genre de mec comme ça. Et bon, pour le coup, contexte parfait en termes d'évolution de jeu de la ligue et en termes de son équipe, qui fait que il a pu briller sur ses forces qui sont les siennes, le switch, notamment la mobilité, et ce qui en fait la clé de voûte de tout leur schéma, hein, parce que si t'as pas ce pivot-là, tu peux pas faire un switch all. Si t'as pas un pivot qui peut switcher à ce point bien, tu ne peux pas faire ce schéma. Donc ça a d'autres conséquences énormes. Donc c'est la clé de voûte de ces schémas, optimisation complète de ses qualités, et de l'autre côté, ça a aussi permis de cacher un peu ses faiblesses bah oui, c'est vrai que c'est pas un énorme rebondeur, c'est vrai que c'est pas un énorme protecteur de panier. Voilà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, autre élément, la ligue allant de plus en plus vers du small ball par moment, en fait, pour un rebondeur, s'il doit batailler face à un poste 4 à l'ancienne et un poste 5, il va pas être génial parce qu'il a pas ce qu'on appelle le standing reach, quoi, la longe, la hauteur entre les pieds et les bras et la capacité à atteindre haut, littéralement. Il a pas ça qui est très, très bon et plein d'éléments. Mais au final, bam, dans des schémas de petit versus petit, il est quand même assez grand et assez costaud pour, face à des small ball poste 4 ou poste 5, batailler, box out et prendre du rebond. Donc là encore, c'est une optimisation un peu inattendue peut-être, mais très contextuelle. C'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas ni de sa faute ni son crédit. Et encore une fois, s'il arrive 10 ans plus tôt, bah ça n'existe pas comme valeur. Alors que sur des batailles un peu de switch all et de small ball surtout, bah finalement, en tant que rebondeur, dans des schémas normaux, il est à 6 sur 10. Dans des schémas switch all contre switch all, donc devoir affronter des plus petits, bah, il passe à 8 sur 10 en termes de rebond. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Donc vraiment, pour résumer, je pense qu'il y a deux points importants sur lesquels on n'était pas d'accord, mais deux points importants sur le scouting report de l'époque, c'est pour Draft Express, à quel point le switch, il était bon sur switch, surtout, je pense, et à quel point surtout la ligue se dirigeait vers cette direction, à mon avis. C'est pour ça qu'on a ce scouting report un peu négatif. Et je dis ça, pas que pour taper sur Draft Express, d'ailleurs, vous avez bien vu, il a été numéro 14 à la draft. Il n'a pas non plus été, c'est pas comme s'il y avait un évaluateur, un site qui était très bas sur lui, et pourtant il y a le mec qui va top 5, parce que c'est le futur, etc. Non. Au final, il était 14e, et aussi 14e parce que Miami l'aimait bien, donc ils l'ont pris un peu plus haut, mais attendu entre 15, 20, voire parfois 25, quoi, tout au long de l'année. Donc, c'est aussi collectivement, quoi. C'est pas que Givony et Draft Express. Donc, bref. Et encore, j'ai pas fait un laïus sur le fait que le rebond, en vérité, on s'en fiche un peu, mais c'est pas grave, on a déjà passé assez de temps sur la défense. L'autre point sur lequel j'étais pas hyper d'accord, moi, pour le coup, c'est l'explosivité. Et je suis à la fois d'accord et pas d'accord, mais parce qu'eux-mêmes se contredisent un peu dans l'article. Ils nous disent qu'il décolle très vite du sol pour monter au dunk, donc a priori
explosivité, hein. Légèreté, il n'a pas besoin de... Voilà, ça décolle très vite. Alors que plus tard dans l'article, il nous dit aussi, le deuxième saut n'est pas très bon. Donc le deuxième saut, c'est quand tu sautes une première fois et que tu retombes. Et là, il faut savoir rebondir directement, hein, le plus vite possible. Les mecs explosifs, ça rebondit immédiatement et sans effort. Voilà. Alors que si t'es moins explosif, forcément, t'es un peu plus soumis aux lois de la gravité. Et donc, pour remonter une deuxième fois, ça prend plus de temps. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est là-dessus, je pense qu'ils se contredisent un peu sur ce côté. Ils disent qu'il est explosif, qu'il décolle très bien sur le premier. Sur le deuxième, un peu moins. Et ils disent aussi, oui, mais alors, c'est vrai que même pour monter au dunk, parfois, il a besoin un peu de justement charger le saut, de descendre la balle un peu au niveau des genoux, plier les jambes, donc ce qu'on appelle charger le saut, et pouvoir ensuite remonter, alors que, encore une fois, des mecs ultra giga explosifs, ils n'ont pas besoin de charger le saut. Ils peuvent juste, hop, ils décollent sans effort, parce que leurs mollets sont à ce point avec de la dynamite. Donc là-dessus, c'est vrai que moi, je trouve que c'est un point sur lequel, en effet, Adebayo avec une explosivité de 10 sur 10, il se serait sans doute fait drafter beaucoup plus tôt, et ça aurait été même encore plus génial, notamment, par exemple, protection de panier. Il n'y a qu'avant, souvenez-vous, le contre fabuleux sur Tatum, c'est dans la bulle, il me semble, 2020, le contre clutch. Voilà, quand il est proche du panier, c'est pas la folie non plus, mais il peut faire des actions fabuleuses. Donc, imaginez si on avait pu lui rajouter un peu, 10, 20% de vivacité et d'explosivité sur le plan horizontal, pour mieux venir au panier plus vite, et ensuite pour décoller plus vite du sol. Je pense qu'on aurait eu un mec, en fait, on aurait eu Draymond, peut-être, pour le coup. Alors, je sais que ça fait débat, que tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, mais je pense mettons Draymond de côté, je pense qu'on aurait eu encore mieux. On aurait eu peut-être le défenseur parfait, parfaitement parfait, même idéalement parfaitement parfait. Et on peut aller là-dessus, sur un côté switch et protection d'élite. Et même au niveau de l'attaque, enchaînons un peu avec l'attaque, c'est vrai que c'est une bonne cible de pick and roll, à mon avis. C'est pas la folie non plus. Parce qu'au final, il est un peu petit. Ça, c'est vrai. Il est un peu petit. Et il a quand même des longs bras. Donc, je dis pas que c'est un mec qui est mauvais là-dessus. Mais c'est pas l'élite de l'élite, à mon avis, parce que undersize et surtout donc l'explosivité, ça décolle pas si rapidement que ça et pas si haut que ça. Donc, c'est bien. Je dirais quand même on est sur du 7 sur 10 ou voire 8 sur 10, je pense, en termes de verticalité et pick and roll et partenaire de pick and roll. On n'est pas zone, je sais pas moi, les tout meilleurs de NBA, quoi. Je pense pas. Donc ça, c'est là-dessus, effectivement, c'est peut-être le regret qu'on n'ait pas eu un mec un peu plus vif, un peu plus léger sur les appuis et ce genre de choses. Mais bon, on n'est pas non plus mauvais. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et c'est vrai que l'autre aspect de son corps, c'était la puissance qu'il avait déjà. Et c'est vrai qu'il était assez mature, physiquement. Vraiment très mature. Et plus au-delà du côté épaisseur, comme dit, le fameux workout qui avait fait grand bruit à l'époque, en tout cas pour moi, c'était la fluidité aussi. Fluidité. Certes, t'es pas vif ou explosif ou boum, d'un coup ça détonne. Par contre, avec ballon, même y compris avec ballon, c'était quand même assez fluide déjà à l'époque. Et la puissance plus fluidité donnait un mec qui pouvait aussi parfois, on le voit bien, évoluer à travers le contact, garder un peu l'équilibre et ce genre de choses. Donc ça, c'est bien. Et puis, pour parler un peu plus globalement de l'attaque aussi, c'est vrai que c'est pas trop venu. Le côté création, même le côté jump shot, c'est peut-être même mon regret parfois, c'est que on a un peu qui est venu. On n'a peut-être pas assez. Et on n'a surtout pas assez vu à quel point il veut l'utiliser. C'est un peu ma rengaine, vous le savez, depuis quelques années, c'est que moins Bam Adebayo prend de turnaround jumper, plus ça me va, moi, et plus il y a de valeur, parce que c'est un tir sur lequel il est pas très bon, c'est un tir qui de base est pas rentable, mais en plus il est pas hyper bon là-dessus. Donc ça, c'est vrai que on peut dire que l'absence de toucher de balle mettait un plafond et qui en effet a été atteint. J'ai l'impression qu'on n'aura pas forcément jamais un mec qui va être génialissime pour mettre ses longs deux à un très très haut taux de réussite. Lancer franc, vous voyez, il est à 75% en carrière en NBA. 75%, c'est bien, on n'est pas sur du 80-85 quoi. C'est l'indicateur, voilà, c'est pas mal. Et d'ailleurs, plus globalement, on voit que sur les hook shots et sur tout type de push shot ou de finition autour du panier, quand ça dunk, c'est bien. Après, quand ça prend de lancer franc, c'est génial. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas un mec qui brille de par une finesse soyeuse en termes de toucher autour du panier. Il va pas finir tout non plus. Donc bref, le seul truc qui pourrait être intéressant, et c'est depuis 2 ans, il n'en prenait aucun 3 points jusqu'ici. Mais l'an passé, il était à 3 par match, 35%. Ok. Cette année, il est à 5 par match, 34% également. Bon, on verra, ça veut rien dire, mais est-ce qu'à terme, on pourrait pas avoir au moins un petit catch and shoot? Ça pourrait être sympathique. Je pense surtout avec, pourquoi pas une raquette avec Kyle Lowry ou Giannis peut-être, je sais pas. Mais non, mais voilà, ça pourrait être une évolution que pour l'instant on n'a pas eu. Mais faut dire que il y avait un plafond. Effectivement, il n'y a pas non plus un potentiel de dingue là-dessus parce que historique de tir, il n'a pas la mémoire gestuelle de prendre des tirs depuis qu'il a 8 ans ou etc. Le toucher de balle aussi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un autre aspect sur lequel ça s'est bien développé, c'est le passing.
Et je pense que là-dessus, on a quelqu'un qui est très compétent aujourd'hui, hein, qui évolue dans la 5-out offense de Miami, ou même depuis quelques saisons, quelqu'un autour de qui tu peux faire organiser une attaque en termes de dribble and off, de jeu de main à main. Donc ça, c'est quand même bien. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu du tout à Kentucky, parce que, encore une fois, Kentucky, il avait aucune touche au poste bas de création, aucune touche de drive, aucune touche de jump shot aussi, évidemment. Mais même en termes de création, donc poste haut, playmaking, ça on le voyait pas non plus, quoi. Donc ça, c'est merci Calipari. En plus, bon, c'est pas que Calipari, il y avait l'époque aussi. Le fait que l'époque n'était pas forcément tournée vers ça, ou alors fallait déjà être un peu un phénomène pour être un pivot passeur, ou voilà quoi. Mais de base, c'était pas la norme que les pivots NBA ou les pivots même donc encore plus universitaires aient des occasions de faire du playmaking. Et donc voilà, il a été traité un peu comme le simple Clint Capella, on va dire, de Kentucky. Mais c'est vrai qu'arrivant en NBA, on a vu qu'il y avait un peu plus. On a vu qu'il y avait un peu plus. Le drive aussi, hein. Le drive c'est pas mal développé, alors pas au point d'être élite, voire même très bon, mais il y a un petit drive sympathique, ce qui fait que c'est un joueur fonctionnel là-dedans, dans ce genre de système un peu en 5-out et de dribble and off, où il y a la balle, ça peut organiser autour, il peut parfois attaquer un peu en drive, il peut aller un peu sur ses spots, etc. Bon, post-up non, isolation non, mais c'est quelqu'un qui est assez, je dirais vraiment, c'est le mot, hein, fonctionnel pour travailler dans une attaque qui peut tourner autour de lui. Donc ça, c'est un peu notable, hein, pour le coup, parce qu'on l'avait pas vu du tout à l'époque. Là encore, est-ce que si Draft Express avait pu scouter un Bam Adebayo utilisé différemment, notamment comme ça à la fac, est-ce que le scouting aurait pas été un peu meilleur déjà, pour le coup? Mais par rapport, c'est vrai qu'au passing, l'autre point, c'est que autant il prend de bonnes décisions un peu sur du passing un peu statique, sur des jeux de main à main, ou sur, voilà, quand on voit venir un peu le jeu, je trouve quand même qu'il y a un petit plafond en termes de processeur. Et les fameuses passes de short roll, donc la passe par-dessus le pick and roll quand il y a deux sur le ballon, passe par-dessus, il doit gérer un 4 contre 3 et faire la bonne décision, c'est bien, hein, c'est pas nul, c'est bien, mais il y a parfois des erreurs que font pas d'autres, qui ont parfois un processeur encore meilleur en termes de prise de décision en mouvement, et ce genre de choses. Donc il y a peut-être juste ce mini plafond pour moi, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même quelqu'un qui est pas élite, mais qui est quand même bon là-dedans. Donc ça, c'est assez important, je trouve. Et ce qui fait que, là encore, vous voyez qu'en fait, c'est un cas où ça s'est révélé totalement différent en NBA, avec donc à la fois la défense, on l'a bien développé, le contexte Miami, le contexte global de la NBA, on allait vers plus de switch alors qu'on s'y attendait pas à l'époque, premièrement, et donc même pour l'attaque. L'attaque, on a eu quelque chose de très différent en NBA qu'à la fac, parce que fac, pas utilisé, et donc qualité absente ou pas vue, alors qu'ensuite, en NBA, développer ses qualités, de passing un peu plus que basique, et en plus, comme dit aussi, hein, imaginez une attaque comme Miami autour de Bam de 2022, 2023, etc. En 2017, on ne le pensait pas. On ne pensait pas que c'était possible, quoi. Donc, en 2017, on n'a pas. Il y avait en NBA un peu ce qu'on appelle la high post offense depuis longtemps, depuis Rick Adelman, le papa, hein, de David Adelman, qui est actuellement coach de Denver. Rick Adelman, c'est la high post offense, c'est un peu le roi de ça. À l'époque des Kings, à l'époque avec Vlade Divac, Weber, etc. Donc un mec au poste haut et ça tourne autour, soit de son côté, le côté du poste haut, donc du coin de la raquette où il est, soit de l'autre côté, etc. Donc voilà, ça, il avait fait ça avec les Kings, même plus tard, hein, avec Kevin Love aussi à Minnesota. Beaucoup de high post offense, mais c'est un peu statique, vous voyez. C'est le mec qui est littéralement high post offense. En tête de raquette, je bouge pas, ça bouge autour de moi. Alors que des vraies attaques un peu de 5-out, un peu de la pre-stand offense aussi, un peu de quand c'est aussi le ballon qui doit bouger, Bam qui va chercher, qui va rencontrer un shooter ou un mec de jeu de main à main et en mouvement et pas juste statique. Ça, c'était aussi un peu nouveau. Et plus globalement, le jeu s'est ouvert. Donc en 2017, il n'y a pas autant de jeux et d'espace pour permettre ou oser donner des ballons à des mecs comme ça pour créer du jeu, alors que aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, c'est un peu un tout. Et c'est un peu l'exemple type de le mec qui est drafté pile au bon moment, parce que donc il explose au moment où le jeu explose de telle manière pour lui aussi. donc en termes de draft, c'était parfait. Mais donc forcément, il y a un peu un retard en termes de cote. Parce que aujourd'hui, il pourrait venir avec une cote bien plus grande parce qu'on sait que le jeu est comme ça et donc il correspond au jeu. Alors qu'à l'époque, c'est bien pour lui parce que quand il arrive, la NBA grandit avec lui, mais donc au moment où il arrive, la NBA n'a pas encore grandi. Et donc les évaluateurs ont dit on n'est peut-être pas encore sûr à 100%. Donc voilà pour Bam Adebayo avec ce côté contextuel qui est presque plus intéressant que le développement du joueur qui s'est développé, hein, mais c'est assez simple, hein, comme cas. Je veux dire que il était bon en switch et il est devenu encore meilleur, qu'il peut tenir des pivots, des pivots de poste bas un peu suffisamment bien dans le jeu où il y en a de moins en moins, en plus aussi des pivots de post-up. Mais donc voilà, ça c'est trivial de dire. Il était déjà bon, il est devenu meilleur en défense, le skill set a un peu évolué, mais pas des tonnes. Presque ce qui est le plus intéressant, pour ça que j'ai voulu un peu insister là-dessus aujourd'hui,
c'est presque le contexte autour, et presque l'état de la NBA, l'évolution de la NBA au moment où lui se fait drafter, etc., etc. Donc bref, voici pour Idriss Bam Adebayo. Et donc on se dit à demain pour un prochain Origine de Star.